Une côte escarpée à flanc de montagne, un paradis pour surfeurs, une destination touristique très prisée. Pour attirer du monde sur la côte basque, les cartes postales ne manquent pas. Le béret et l'authenticité, la fête et les chants, les danses folkloriques et la pelote basque. On ne compte plus les images d'Épinal. Mais le Pays basque, c'est aussi une histoire, une identité forte, transmise au sein des familles. Une histoire mouvementée aussi, notamment dans ses rapports conflictuels avec l'État. Dans les années 70, des hommes et des femmes se sont engagés dans une lutte autonomiste pour défendre une culture, une langue, une façon si particulière de penser le monde. Membres de l'organisation Ipare-Tarak, ou simples militants de la cause basque, ils ont dénoncé cette société conservatrice. Ils ont réclamé que leur culture ne soit plus rangée sous cloche comme un gadget de folklore. Ils ont défendu une langue aux racines très anciennes. Leur revendication ? Qu'on leur reconnaisse enfin le droit d'être différent, d'être basque. Ils ont accepté de raconter leur histoire, celle d'un combat, celle d'une génération. Tout commence par la culture. Cette danse, la Oreshku, rend hommage à ceux qui ont peint, sur les frontons du Pays basque, cette formule d'addition improbable. 4 plus 3 égale 1. 4 provinces du côté espagnol et 3 provinces côté français égale un seul Pays basque. Peu importe la frontière, que l'on soit à Pampelune, à Bayonne ou à Bilbao, on est avant tout basque. Et on a le sentiment très fort d'appartenir au même peuple, malgré les résistances conservatrices de la fin des années 60, en Iparralde, le Pays basque nord. C'était une société très traditionnelle, très sclérosée, et sous le contrôle de l'Église et des notables. On sentait que les gens étaient tout à fait dominés, étaient en marge d'une société, et un petit peu aliénés, ils avaient peur. Ils avaient peur de changer les choses. C'était très, très traditionnaliste, voire conservateur. Ils font de la politique que les gens qui sont haut placés, pour nous, il n'est pas question de faire de politique, parce que c'est mal de faire de la politique. On ne sait pas pourquoi c'est mal, mais c'est mal, quoi. On a entré ça dans l'esprit des gens. C'est une forme d'aliénation. Il ne faut surtout pas faire de politique, il ne faut pas trop réfléchir. La génération de mes parents avait honte d'être basque. Et cette honte, nous, on ne la supportait pas. C'était pas normal. On était comme ça. On n'était pas supérieur aux autres, on était. Beaucoup de gens reniaient le fait d'être basque. Ils ne voulaient pas être basque. Comme ils disaient si bêtement, pour la langue basque, à quoi ça sert la langue basque? Aller jusqu'à Bayonne, et après ça ne sert à rien. Ils ne voyaient pas du tout l'utilité d'une langue qu'il fallait préserver. Les enfants de la petite bourgeoisie ou de commerçants nous traitaient à nous, fils de paysans, de sales basques. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je me souviens d'être le dimanche matin devant la cathédrale de Bayonne avec des corbeilles où on demandait l'argent aux gens qui sortaient de l'église et on donnait un petit foulard vert, blanc, rouge et on disait pour la langue basque, pour la langue basque. Et les gens nous donnaient quelques centimes, c'était les francs ce temps-là. Et j'ai le souvenir de gens qui me donnaient ça, mais comme on fait la charité à des pauvres gueux. Partout, la société craque, la jeunesse bouge. On ressent les secousses de l'après-mai 68. Pendant qu'à Paris, on crie et on manifeste, bruyamment et dans la violence, en Pays basque, c'est par le chant qu'on dénonce l'immobilisme de la société. On joue les toberak, cette forme de théâtre traditionnel où l'on caricature le notable, on le ridiculise. On résiste à coups de mots. C'est la génération après 68. On voulait amener quelque chose de nouveau. On voulait amener un nouveau souffle. Moi, j'avais 15 ans en mai 68.
Ça a été ma première manifestation au collège Ustaritz, mais se dégager de là un air frais. Cette jeunesse assoiffée de changement rejette le mouvement politique Mbata, pionnier dans la revendication identitaire et créé en 1963. La nouvelle génération prône une révolution populaire. Elle veut aller plus vite et plus loin. Le passage de témoin se fera à Pâques 1972, lors de la journée de la patrie basque. Cet aberiguna avait été dans un premier temps interdit par le préfet et ensuite la manifestation de la matinée avait été tolérée par le préfet. Le matin, je crois, 1500 personnes, on manifeste et tout se passe bien. Après avoir mangé l'agneau, on est allé voir les organisateurs, on leur a dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et ils nous ont dit « Maintenant c'est fini, la Beriguna est terminée. » Alors on a dit « Mais c'est pas possible, c'est une journée de lutte, on va pas s'arrêter comme ça. » À une dizaine, à une vingtaine, on s'est installé au milieu de la route. De 20, on est passé à 50, à 100. D'autres gendarmes sont venus, il faut partir, on était 200. Là-dessus, les organisateurs du matin sont venus nous voir, nous ont dit on se désolidarise de vous. On est quand même restés. Il y a eu les premiers affrontements. On a pris des coups. Il y a eu 1000 personnes qui sont venues. On a refait la manifestation. Et ceux qui nous avaient dénigré le matin se retrouvent en tête de manifestation. Voilà. C'était une deuxième génération parce que on était vraiment affirmé pas seulement dans les paroles, mais dans les actes à gauche. Et en même temps, il y avait une petite déception de la part des jeunes vis-à-vis des plus anciens qui avaient milité avant dans un autre contexte. C'était pas uniquement la reconnaissance du Pays basque, c'était aussi la mise en place d'une nouvelle société. Hein. Donc c'est pour ça que dès le début de notre activité militante, on a toujours lié les deux. Il y a eu une grande influence de mai 68 aussi dans notre génération de militants à l'époque. Et c'est ça qui a aussi nourri notre réflexion politique. Au Pays basque Sud, l'organisation ETA, qui signifie Pays basque et liberté, lutte depuis 1959 contre la dictature installée en Espagne et défend l'idée d'un Pays basque unifié. Pourchassés par la police du dictateur espagnol, le général Franco, les militants de l'ETA sont aidés pour le passage de la frontière par les Basques du Nord. Le Pays basque Nord devient la base de repli privilégiée de l'ETA. Ces militants s'y organisent au plan logistique et lancent des offensives contre les franquistes. Animés du même idéal de liberté, les Basques du Nord créeront une organisation appelée ICA, Ipar-Etarak. Ipar-Etarak, ça veut dire ceux de l'ETA du Nord. Et nous, donc, quand on a mis en place l'organisation armée en Pays basque Nord contre l'État français, et on a tout naturellement pris le même nom, mais en spécifiant bien qu'on était du Nord. La première cible, c'était à l'occasion d'un conflit social dans une maison de santé. Le personnel voulait s'organiser, mettre en place un syndicat. Et ils étaient confrontés à l'hostilité déclarée de la direction. Et donc, on est intervenu. Il y a un commando qui est entré dans cette fondation-là pour prendre les livres de compte. Et en passant à Baïgori, donc, il y a un arrêt chez le responsable de la direction, qui à l'époque était ici, qui était pharmacien à Baïgori. Et donc, le commando s'est arrêté là, et donc a fait sortir le directeur en question et l'a tabassé. Cette manière de faire, c'était pour atteindre effectivement les notables et pour montrer à la population qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, et à eux aussi leur montrer qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. On commence à sentir une certaine idéologie dans ces actions, hein, de toucher dans le rapport entre les gens et les rapports de domination entre les gens.
Baïgorri est une vallée de contrebande, donc que le fait que le gendarme soit rossé ou que le notable soit touché, ben, ça peut être assez sympathique. La population prend en sympathie ces militants qui visent les patrons, les classes dirigeantes. Tout en poursuivant sa campagne d'intimidation, Ipare Tarak dénonce les méfaits d'une économie tournée vers le tout-tourisme. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous choisi le Pays Basque pour faire votre enquête sur les vacances du Français moyen? Parce qu'en ma qualité de membre du gouvernement chargé de la vie quotidienne des Français, j'ai choisi une des régions de grand tourisme et de vacances. L'organisme d'État chargé de l'aménagement de la côte aquitaine, la MIACA, soumet l'économie basque à un développement basé uniquement sur la construction d'infrastructures touristiques. Ipare Tarak ne veut pas d'un territoire sinistré et brûle les locaux de cet organisme. Pour nous, à l'époque, c'était la stratégie de la lutte armée. Mais la stratégie de la lutte armée, ce n'est pas des actions armées de tous les côtés, n'importe comment. Non, c'est en lien avec un mouvement politique dans un sens large, c'est-à-dire avec un front culturel, un front économique et un front politique, qui met en place, qui critique l'action du gouvernement, qui la combat politiquement, mais aussi qui fait des propositions. Et pas seulement qui fait des propositions, mais qui travaille sur le terrain pour, dès maintenant, dès les années 70, la mise en place d'une autre forme de société qui va permettre au peuple basque pas seulement de survivre, mais de revivre. Ipare Tarak ne se contente pas d'actions clandestines. Dans son bulletin interne, Ildo, le Sillon, elle demande à ses militants de participer à la mise en place de contre-pouvoirs. Eriag Bisibeardou, le Pays basque doit vivre. Tel est le leitmotiv de l'organisation. Chaque militant doit s'investir dans les mouvements de lutte populaire qui permettront au peuple basque de s'émanciper, notamment dans le domaine culturel, social et économique. S'inspirant du modèle qui fonctionne en Pays basque Sud, les premières coopératives ouvrières sont créées. Le pays est en train de crever, il fallait qu'ici on se réapproprie l'économie. Et quand on a parlé de l'économie et qu'on a commencé à réfléchir qu'il fallait une autre économie que le tourisme aux Pays-Bas, c'est là que le mouvement Abertzale, le mouvement patriotique, a commencé à créer les coopératives ouvrières. Il y a beaucoup de gens qui étaient au chômage ici, des jeunes qui étaient obligés d'aller travailler à Bayonne, voire même à Bordeaux ou à Paris. Dans le temps, on partait aux États-Unis ou en Argentine, en Amérique du Sud, au Chili et en Uruguay, beaucoup. Et là, les jeunes, ils disaient non, on ne veut plus partir et on veut rester sur place et on va se prendre en charge et on va construire nous-mêmes notre boulot. On va se le trouver, le boulot. Le succès de cette expérience est relatif. Il est dépassé par les grandes mobilisations pour soutenir la création des écoles en langue basque, les Ikastola. Avec beaucoup d'autres, les militants d'Ipare Tarak participent à ces rassemblements. Je me suis investi pendant 5 ans dans les Ikastola. C'était un projet extraordinaire. C'était la mise en place d'une véritable école alternative. La première réunion pédagogique à laquelle j'ai assisté, j'étais perdu. Je ne comprenais rien. On me parlait de méthodes actives, de méthodes freinées, de méthodes Montessori. Rien. Je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous? Et je vous assure que c'est vrai. Mais à côté de ça, vous aviez des gens qui travaillaient, qui mûrissaient, qui peaufinaient, qui créaient, parce qu'eux aussi, ils apprenaient. Voilà. C'était un projet extraordinaire. On était assoiffés de culture. Et donc, on se disait, il y a quelque chose qui commence à se construire. Il y a des gens, ils ont fait une Ikastola. Il n'y a que 10 gamins dedans, mais ça ne fait rien. Ça continue. Et puis, on va en faire une autre ailleurs. Et puis, après ça, on va faire un collège. Et puis après ça, on pense qu'on va faire un lycée. On ne sait pas quand, mais bon, on va faire. On a mené des tas de campagnes, des campagnes terribles, des campagnes de mobilisation, des campagnes, des manifestations relativement importantes dans les rues. On était bloqués. Il y avait des négociations qui se déroulaient mais qui n'aboutissaient pas. On avait entrepris une grève de la faim. On était 4 et on avait mené une grève de la faim pendant 32 jours à la cathédrale de Bayonne. Tous les jours, manifestations ou soutien ou actions, comme ça, pour aboutir à la première reconnaissance financière de l'État. Effectivement, la situation se débloque enfin pour les écoles en langue basque.
Le gouvernement socialiste signe une convention qui leur accorde une aide financière. L'ancrage d'une culture qui est la langue, c'est ce qui est combattu par les États-nations. Et donc, c'était une réappropriation de la culture qu'on avait perdue. Pendant longtemps, la culture basque était cantonnée à juste un aspect folklorique. Il y a beaucoup de groupes qui ont existé dans les années 60, 70, tout ça, qui dansaient uniquement pour les touristes, et qui faisaient même des danses sans savoir trop ce qu'elles signifiaient, sans connaître même l'origine des danses et tout ça. Dès qu'il arrivait l'été, on s'arrêtait, nous. On faisait tout le contraire de tous les groupes. Nous, l'été, on ne dansait pas. L'été, on militait sur la plage, on ne dansait pas. Non, on a toujours refusé d'entrer dans la folklorisation du spectacle d'été pour faire des sous, pour partir en voyage. On avait un groupe militant aussi. Par le biais de la culture, on revendiquait politiquement. La touristification, c'est aussi plus qu'un risque, c'est une réalité de faire de notre culture un musée. Un musée où les petits basques et les petites basquaises joueraient à la pelote et danseraient la danse de matelote sur le port de Saint-Jean-de-Luz. C'est aussi les parties de pelote tout habillées en blanc, etc. Enfin, il y a des images qui sont très puériles, mais qui sont quand même pour nous qui habitons ici, qui vivons ici au quotidien, parfois très violentes, de ce qu'elles nous renvoient, d'une identité qui est complètement bafouée, qui est en fait une identité de supermarché, voilà. Et petit à petit, on prend conscience de plus en plus. Il faut que cette culture, elle sorte à l'extérieur. Et à partir de là, on se prend en charge, on élabore un programme et on se dit, tiens, on va faire une semaine culturelle. On a voulu faire la première semaine culturelle de Baïgori. Nous avions fait Nafarro de Neguna, la journée de la Navarre. C'était une des premières fêtes où justement on se retrouvait des deux côtés de la frontière pour célébrer la journée de la Navarre. Tout était autour de la danse, du chant. C'est une journée festive, mais qui commémore quand même la célébration d'une identité. En décembre 1977, Chan Marguiro est arrêté en possession de cocktails Molotov et de bidons d'essence. C'est le premier militant d'Ipare-Tarak à être emprisonné. La solidarité est importante dans la mesure où on arrive jusqu'à une manifestation de 5000 personnes au 1er mai dans les rues de Bayonne, qui se déplacent jusqu'à la prison pour exprimer son soutien. C'était un symbole, on l'a pris comme un symbole, et puis on a dit Chan Ashkatu, et obligatoirement il fallait le faire sortir, et donc il y avait des manifestations dans n'importe quel endroit public, et là on sortait de notre sphère un petit peu, de notre cocon basquisant, sympathique. Son arrestation avait donné naissance à tous les comités Chan, puisque tous les groupes aversalais qu'il y avait dans toutes les zones du Parallèle se sont constitués en comité pour sa libération. On s'est retrouvé avec des militants qui étaient syndicalistes, agriculteurs, pêcheurs, danseurs culturels. Et les comités Chan ont servi à ça. À tout d'un coup, regroupons-nous, créons une plateforme politique en commun, réfléchissons et sortons de notre petit village, de notre ville, et en soutenant en plus un militant qui est là parce qu'on est d'accord avec ce qu'il a fait. Et on a créé Heritaldeak. Heritaldeak, c'était un petit peu le mouvement politique à l'époque de la gauche abertzale qui agissait sur tout le Pays Basque Nord. Alors les revendications, globalement, c'était vivre, travailler et décider au pays.
C'était le slogan de la CFDT, c'était le slogan des Bretons, c'était le slogan des comités Larzac, c'était le slogan de beaucoup des LIP aussi à l'époque. Et là, nous, on a repris le même slogan, mais on a rajouté « et décidé au pays ». Turismaz bakarrik biziren herrian, bizkarrak makurak ez eta ez. Uda ez, aita bakarrik lapolitez. Turismaz bakarrik... Une des plus importantes en termes médiatiques, la campagne contre le tourisme. Non pas contre les touristes, mais contre la touristification. On avait fait une opération escargot avec des tracteurs devant. Les tracteurs partant sur l'autoroute, les gendarmes gentiment nous disant c'est interdit de circuler en tracteur sur l'autoroute, ce qui n'avait pas empêché les tracteurs de continuer. Et on avait bien coincé la circulation et c'était une arrivée massive, l'arrivée des Haussiens. Donc ça avait été très 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 mal vu par la population et encore plus par les forces de l'ordre. C'était pas très bien compris parce que les gens avaient pas mal de boulot grâce au tourisme, des boulots précaires, quelquefois minables, mais du boulot quand même. Donc on a essayé de faire pas mal d'explications. On a fait des documents, on les a distribués quelquefois en maillot sur la plage et on a pas mal travaillé pour essayer d'être compris. Une bonne part des investissements publics étaient dédiés au secteur touristique. Il faut se rappeler que c'était l'époque de la Miaka, hein. Un truc délirant. Hein. Mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, c'était des fous qu'il y avait là. Hein. C'était des gens qui voulaient faire du Pays Basque Nord le bronze cul, passez-moi l'expression, hein, mais le bronze cul de l'Europe occidentale. Hein. C'était vraiment ça. Hein. Et des millions et des millions et des millions de francs. À l'époque, étaient investis dans des trucs qui n'avaient rien à voir avec un développement économique local, endogène. Hein. À l'époque où il y avait des fonds pour faire des piscines à Vaïgori, là où mon petit village, moi je n'avais pas de route pour aller jusqu'à la maison en voiture. Donc la voiture, il fallait la laisser 300 ou 400 mètres avant d'arriver à la maison, on finissait à pied. Anecdote. C'était très nouveau dans ce pays qu'il y ait des gens qui tapent un peu du poing sur la table de différentes façons, donc avec des tracts, des soirées musicales ou des opérations escargots. C'était un peu nouveau parce que dans ce pays, il n'y avait pas une tradition militante forte, il n'y avait pas une tradition politique forte, c'était un conservatisme d'une droite évidente qui ne se disait pas de droite, et c'était comme ça. Et donc là, il y a une génération qui arrive, qui fait bouger des trucs, qui dit des choses haut et fort. Excédés par ces campagnes, les commerçants et les hommes politiques, bien que peu habitués à ce genre d'exercice, se mobilisent. Ça remettait complètement en cause la politique des notables. Et ça, les notables ne le supportaient pas. Les notables ne le supportaient pas parce qu'ils nous considéraient enfin, ils nous prenaient pas pour des gens relativement sérieux. Eux, ils avaient la voix, ils avaient le pouvoir, donc c'était eux qui devaient décider. Ils avaient trouvé une autre façon de vider le Pays Basque de sa substance, c'est-à-dire des Basques. C'était en augmentant le prix des terrains, par exemple. Donc les jeunes, et encore plus les jeunes, ne pouvaient pas se payer un appartement, encore moins de terrain. Donc ils partaient ailleurs. Donc nous, on a voulu casser aussi ce système-là, quoi. L'organisation armée a soutenu ces campagnes-là par des actions qui ciblaient l'infrastructure touristique. Parallèlement aux actions armées, ICA élabore les contours d'un projet politique. Il y avait des revendications sectorielles, des revendications par rapport à la langue basque, par rapport à l'école basque, par rapport à la situation économique du Pays Basque, par rapport à la création d'emplois au Pays Basque, par rapport au foncier, par rapport au logement, etc. Et toutes ces revendications-là ont été regroupées dans la revendication de l'autonomie. La revendication autonomique, elle est importante. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle est compréhensible par tout le monde. On sait ce que ça veut dire, l'autonomie. On sait que ça veut dire qu'on va obtenir un certain nombre de compétences pour un territoire donné, mais en même temps, on va dépendre de certaines compétences du pouvoir central. Exemple, on revendique des compétences économiques, des compétences culturelles, mais que ce soit la défense, l'armée, ou éventuellement la grande partie des impôts, elle sera toujours collectée par l'État central. Des gens de différents secteurs qui n'étaient pas forcément, qui pour la plupart ne l'étaient pas, intégrés dans l'organisation, ont travaillé à ce projet
à ce projet politique dans son ensemble, l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, etc., etc. La partie institution. Voilà. Ça, c'est un travail qui a duré, je ne sais pas moi, 2 ans, ou plusieurs mois, hein, de très nombreux mois. Et ensuite, donc, c'est le secteur politique de l'organisation qui a, comment dirais-je, mis en forme ce travail-là. Mais ce travail est le fruit d'une réflexion collective. C'est un avant-projet, ce n'est pas un projet, et donc on le met à la disposition de l'ensemble du mouvement à Versailles pour qu'eux réfléchissent sur ce travail-là, l'amendent et en fassent quelque chose, en fassent une proposition qui sera une proposition du mouvement à Versailles, qui ne sera plus la proposition d'ICA ou d'Ipar-et-Tarak, mais qui sera la proposition du mouvement à Versailles. Ipar-et-Tarak, en intensifiant la lutte contre les symboles de l'État français, passe un cap. En mars 1980, 2 militants de l'organisation, Tchomin Olagaray et Ramuncho Arruiz, perdent la vie en posant une bombe destinée à faire sauter la sous-préfecture de Bayonne. Un coup terrible pour l'organisation. Un choc pour la population. C'est 2 militants qui font partie de 2 secteurs de lutte différents. Il y en a un qui est dans le milieu ouvrier, qui est un militant syndicaliste actif, Ramuncho, et il y a l'autre, Tchomin, qui est un berger et qui est en train de participer à la naissance du syndicat des paysans basques. Le traumatisme vient, et les interrogations viennent par rapport aux conséquences de la lutte armée. On dit, merde, la lutte armée, c'est ça aussi. Est-ce que ça vaut la peine que 2 jeunes militants comme ça, actifs, meurent? Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire la lutte armée? Il y a une immense interrogation dans le mouvement. Et en même temps, il y a une mobilisation extraordinaire pour l'enterrement de ces 2 militants-là. Ici, à Baïgori, ça a été très dur. Immédiatement, le village s'est scindé en 2. Ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Donc les Aversalais d'un côté et les anti-Aversalais de l'autre. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Et c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. C'est un choc terrible. Et je me rappelle la Beriguna suivante, la Beriguna après, où justement là, le militant qui parlait avait dit « ça ne sera plus pareil ». C'était 2 jeunes qui étaient totalement installés, qui n'avaient pas besoin qui n'avaient besoin de rien, qui s'étaient engagés et qui étaient morts dans leur engagement. Voilà. Oui. La mort de Tchomin et Ramuncho a été pour moi le choc qui m'a fait basculer vers la lutte armée. Et là, on s'est aperçu et on a pris conscience qu'il y avait des militants qui étaient prêts à donner leur vie pour ce pays. Et on s'est dit, si eux ils le font, nous aussi on doit le faire. Contribuer au rassemblement de la communauté. Dans le programme commun de la gauche, le candidat Mitterrand promettait la création d'un département basque et la reconnaissance de la langue. Il y a eu une pause aussi en 81, hein, au sein de l'organisation. Il n'y a pas eu d'action pendant un certain temps. Même si ça n'a pas été une trêve officielle, mais au moins il y a eu une accalmie pour voir qu'est-ce qu'il allait faire. Mais on a très vite vu que même le minimum qu'il promettait, qui était le département Pays Basque, il ne nous l'a pas accordé. Donc, et on a vu qu'avec lui, c'était de nouveau le même schéma qu'avec Giscard, quoi. Il y avait une vieille revendication qui avait été exprimée par certains membres du Parti socialiste même, qui avaient fait même inscrire par Mitterrand dans ses propositions la création d'un département basque. Cette mesure-là, Mitterrand l'a abandonnée très vite. Je me rappelle très bien quand ça a été discuté, ça paraissait pas sérieux. Vous voyez ? Bon. La parole de Mitterrand a été avalée avec toutes les conséquences et, j'allais dire, la symbolique que ça représente quand on sait ce que la parole engagée a d'important au Pays Basque, hein, Hitza Hitz, qui est un des fondamentaux dans notre culture. En mars 1982, 2 CRS sont assassinés à Saint-Étienne de Baïgori, le village de Philippe Bidard. Déjà clandestin depuis plusieurs mois, il est aussitôt accusé de ce double homicide. La police se lance à ses trousses malgré la revendication du bataillon basque espagnol. Un groupuscule d'extrême droite qui met la pression sur le gouvernement français pour qu'il cesse d'accorder l'asile aux militants d'ETA réfugiés en Pays Basque Nord. Ipar-et-Tarak dément toute implication dans ces meurtres.
Après Baïdouri, les choses sont devenues beaucoup plus tendues, là, parce que là, il y a eu d'abord une attitude des forces de l'ordre qui a été terrible, quoi, qui était présente partout, qui quadrillait toute la ville, et les villages alentours, qui venaient partout, qui venaient dans les fermes. Pour financer ces opérations, l'organisation ne collecte pas l'impôt révolutionnaire, mais pratique la récupération de fonds. Les militants multiplient en fait les braquages de banques. Un certain nombre d'entre eux choisit de plonger dans la clandestinité et se consacrent totalement à la lutte. En quelques années, ils sont 6 à être cachés par les habitants du Pays Basque Nord. Une partie importante de la population les soutient et les héberge. Ce matin, le camping Le Puntao à Léon s'est réveillé encore choqué par le drame qu'il a vécu hier soir. C'est au cours d'un contrôle qu'a eu lieu ce drame, puisqu'un gendarme a été blessé relativement grièvement et un autre gendarme est décédé. J'ai vu donc 3 gars qui sortaient de la voiture. Un qui avait un pull rouge qui s'est approché vers la police et les bras en l'air, puis d'un seul coup, après, il a fui. Il a traversé le terrain de camping, il a traversé le sous-bois, il est pénétré dans le terrain de camping par le bout. Jean-Louis Lard, militant de l'organisation, disparaît ce 8 août 1983. Sa famille et ses compagnons de lutte vont le rechercher activement durant 30 ans, sans résultat. On suppose qu'il est mort. Dès le début, on sait, quand on s'engage dans la lutte armée, qu'il peut y avoir cet affrontement-là, il peut y avoir des morts, et on peut être amené à utiliser les armes pour se défendre. Et donc, voilà, c'est pas anodin. Et puis il y a d'activité, puis il y a de risques d'affrontement, de tomber sur un barrage de gendarmes, et puis qu'il y ait un échange de coups de feu, quoi. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Et il y a eu des morts de part et d'autre. Hein. Il y a eu des gendarmes qui ont été tués, il y a des militants qui ont été tués. Et c'est inévitable. C'est inévitable. Le lendemain de Léon, à 6 h du matin, ils sont venus chez nous, les gendarmes. C'était la police judiciaire. Ils nous ont braqués et ils nous ont dit maintenant c'est fini la rigolade, on va à la chasse à Bidart. L'état d'esprit était là, quoi. Et les termes utilisés par la PJ étaient les suivants: c'est fini la rigolade, on va à la chasse à Bidart. Ça reste marqué, ça. Parallèlement à ces événements, le Pays Basque connaît une période trouble. Le GAL, groupe antiterroriste de libération financé par les fonds secrets du gouvernement espagnol, sème la terreur en Pays Basque Nord. Ses membres assassinent une trentaine de personnes proches ou sympathisantes de l'ETA qui poursuit la lutte côté espagnol pour la reconnaissance du Pays Basque. En activant ce groupe paramilitaire, l'Espagne exerce des pressions sur la France pour qu'elle mette fin à l'hébergement des militants de l'ETA sur son territoire. Le gouvernement espagnol de Felipe González et les ministres de l'Intérieur que j'ai connus étaient très pressants auprès de nous, très exigeants. On n'en faisait jamais assez, alors que le Pyrénées-Atlantiques était le département peut-être le plus fliqué de France. On luttait contre le terrorisme, parce qu'on était contre le terrorisme, et pour aider la démocratie en Espagne. Le Pays Basque Nord était important pour l'État, pour mener leur lutte au sud. Il leur fallait une base arrière au nord. Donc c'était le Pays Basque Nord qui leur servait de base arrière. Et bien sûr, nous, en développant la lutte au Pays Basque Nord, on pouvait mettre en danger leur base de repli. La stratégie d'État a toujours été, nous on libère le sud et quand on sera libéré, on viendra libérer le nord. Et en y parlant, on dit, si on doit attendre que le sud se libère, eh bien on sera anglais, on va finir, quoi. Et ça a toujours été, et c'était malheureusement pas des stratégies politiques, c'est des stratégies de la part d'État militaire, tout simplement, quoi. Pour nous, un militant était plus utile en cavale et dans la clandestinité que dans les prisons françaises. Donc on avait comme objectif que si on se faisait arrêter, il fallait qu'on pense et qu'on voie par tous les moyens comment s'évader. Et pour nous, un des moments forts a été l'évasion de Pau, l'évasion de Mailly et de Gabi.
Gabriel Muesca, arrêté en 1984, purge une peine de 13 ans de prison. Marie-France Egui, incarcérée pour 4 ans, est à quelques mois de la fin de sa peine. Vêtu d'uniforme du GIGN, un commando d'une vingtaine de militants d'Hyparet-Arak monte une opération pour les libérer. La clé de cette opération, c'était le directeur. Le problème, c'est que le directeur, il n'habitait pas à l'extérieur, il habitait à l'intérieur de la prison. Donc il fallait trouver une occasion pour faire venir le directeur à l'extérieur de la prison, le prendre et rentrer avec lui. Donc dans un premier temps, il fallait qu'on prenne, qu'on enlève la fille du directeur. À 18h30, tout le commando est en place dans Pau et premièrement au bas du domicile de la fille du directeur de prison. Elle se présente à la porte, l'équipe qui était dans les escaliers se met derrière elle et la pousse à l'intérieur. La deuxième partie de l'opération, il fallait que la fille appelle le père, pour qu'il le fasse venir à l'appartement. Le père répond et il arrive très vite après. Il y a eu une partie là entre lui et nous pour essayer de le convaincre. On lui a mis une ceinture d'explosifs autour des reins. Nous partons donc en file tout le commando. Dans le scénario, j'avais le rôle de l'inspecteur de ST qui accompagnait le directeur dans la prison. C'était là le moment le plus délicat de l'opération. Pour ouvrir la porte, il fallait que le directeur rentre dans la prison. Il devait laisser la voiture devant, rentrer par une petite porte et faire ouvrir la grande porte. Et pendant tout ce temps-là, moi j'étais seul dans la voiture du directeur devant la porte et je ne savais pas s'il allait revenir ou pas. Et 2-3 minutes après, c'est la grande porte qui s'ouvre, électriquement. J'étais sur le bord de la petite fenêtre de la cellule que j'occupais et comme j'étais face à l'entrée de la prison, j'ai vu rentrer le commando. Quand on est arrivé devant la porte de la cellule, donc il y avait les surveillants qui sont arrivés et le directeur leur a dit de partir. Il a ouvert la porte et il a appelé Gabi. Le directeur m'a dit Muesca, préparez vos affaires, vous sortez pour un transfert. Et on est parti au quartier des femmes pour aller voir Madi. Il a appelé Madi, Madi est venu. Et bon, Madi était là, tout sourire. Et il lui dit, bon, préparez vos affaires. Et donc, bon, il referme la porte, prépare les affaires, et on repart au greffe. Et le chef d'escorte du GIGN doit signer la décharge et tout ça, la prise en charge des prisonniers. Donc il signe, c'est là qu'il sur le registre, il signe ICA. Et puis on sort tous. J'ai fait 2 fois Champagne. Hein. C'était la mort de Franco et l'évasion de Pau. C'est pour tout dire. Champagne. Avec mon père à la maison, la mort de Franco, c'était Champagne pour tout le monde. Et puis avec mes amis, l'évasion de Pau. Voilà. C'était une très belle opération. Les Corses n'auraient pas fait mieux, ça c'est certain, mais c'était une très belle opération. Et là, ça commençait quand même à titiller les gouvernements différents. La pression d'Hyparet-Arak sur le tourisme, sur l'immobilier, les commerçants qui commençaient à rouscailler, les manifestations, les contre-manifestations. L'euphorie de l'évasion de Pau retombe vite. En 1987, l'organisation subit des revers importants. Marie-France Egui meurt tragiquement lors de son interpellation. Un train percute la voiture de police dans laquelle elle se trouve. Le mois suivant, Christophe Istek explose avec sa bombe. Un autre militant est grièvement blessé. Hyparet-Arak est dissous par le gouvernement. Un gendarme est tué lors d'un affrontement avec Bidart. Il devient l'ennemi public numéro 1. La police le traque jusqu'au fond d'une abbaye. On a créé la section recherche qui était à 80% dirigée sur le problème basque. On l'a créée justement pour obtenir du résultat. On les sentait à nos trousses, mais en même temps, comme je disais, on n'était pas... On vivait avec la pression permanente. Donc, une de plus, une de moins, ça ne changeait en rien notre mentalité, notre façon de faire, rien. Les gendarmes mettent en place une souricière dans cette maison du Boucau. C'est un piège qui a été mis en place par le commandant Sáenz et son équipe, qui avait bien analysé notre mode de fonctionnement, qui avait un certain respect pour l'organisation et le mouvement versaillais. Et un soir, à 10h ou 11h du soir, on me prévient qu'il y avait 4 personnes qui étaient rentrées dans ce bâtiment. Dès qu'on est rentré dedans, je ne me suis pas bien senti là-bas.
J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. C'était trop beau et en même temps, il y avait certains détails qui collaient pas, qui étaient... Il y avait quelque chose. Je ne savais pas, que je n'ai pas su analyser de suite. Mais je ressentais quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, ici, il ne faut pas qu'on traîne ici. Et quand on est sorti, ils ont allumé des phares et ils ont commencé à tirer, à arroser. Et on n'a pas pu sortir. On a été obligé de rentrer de nouveau dans la maison. On était pris au piège, quoi. On était là, dans la nasse. Quand je suis sorti de la villa et que j'ai glissé sur le gravier, que je me suis étalé par terre, le flic du GIGN qui est venu sur moi et qui m'a aligné cette balle dans le dos, c'était pour m'achever, quoi. Il fallait là, il n'y avait pas de quartier, quoi. C'était clair qu'ils étaient venus pour faire le grand nettoyage. On a parlementé avec Philippe Bidard qui était au fond du couloir, Cheveste était par terre. On a parlé rendez-vous, etc. Alors, il était là avec son arme à la main et au bout d'un moment, il n'a rien dit. Il n'a pas manifesté d'anxiété ni de peur, une peur quelconque. Au bout d'un moment, voyant qu'il était vraiment cuit, qu'il n'avait aucune issue, il s'est couché, il a posé son arme. J'ai posé les armes avec cette unique idée, quoi. Je dis, mais le plus vite possible, je m'échappe et on continue la lutte dehors. Philippe Bidard a été condamné 2 fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Après 19 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence dans l'Hérault, il est rentré en Pays Basque au printemps 2012. Il y a eu des débats énormes au sein de l'organisation pour savoir quelle stratégie il fallait mener à partir de ces arrestations, depuis le dépôt des armes, en passant par la trêve et en donnant, la priorité au mouvement politique. Par rapport à ces interrogations, ça a été pendant plusieurs années des mêmes interrogations sans réponse. Malgré ces interrogations, l'organisation lance une de ses plus grandes offensives contre les biens immobiliers en Pays Basque. En 1991, Ipare Tarak revendique une 40aine d'attentats. Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, se rend plusieurs fois en Pays Basque et rencontre officiellement des élus nationalistes. D'autres discussions, plus secrètes, sont organisées avec le ministère de l'Intérieur. Négociation, non. Une entrevue. Une entrevue avec un secrétaire de Jox. C'était sans y croire. Les contacts avec l'État français à travers le ministère de l'Intérieur, à un moment donné de l'histoire de la confrontation qu'on a eue avec eux, c'était pas pour obtenir une négociation qui amène des résultats, c'était pour que ça contribue à une évolution du pays et qu'ils puissent autoriser un débat sur l'institution. Et le débat, il devait avoir lieu ici, les décisions, elles doivent se prendre ici, et l'évolution, elle se fera ici, avec les élus de droite et de gauche d'ici, et les élus à Versailles naturellement, et l'idée, c'était pas que l'État français dicte l'avenir institutionnel du Pays Basque, c'était que l'État français ne bloque pas l'évolution institutionnelle du Pays Basque. Ils choisissent une autre voie politique, qui est le soutien à 100% à Madrid. Cette entente franco-espagnole est sans faille depuis les années 80. La non-reconnaissance du Pays Basque Nord est un leitmotiv utilisé par les gouvernements de gauche comme de droite. Le prétexte de la lutte armée de l'ETA sera souvent avancé pour ne pas reconnaître politiquement le Pays Basque Nord. En Espagne, il y a beaucoup de morts, beaucoup d'attentats, des véhicules piégés, avec, je dirais, un savoir-faire technique où des véhicules télécommandés rentrent dans des casernes de guardia civile ou explosent au passage d'un véhicule de police. On ne travaille pas dans le même contexte. Chez nous, c'est très calme. Certes, on a le problème français, Ipare Tarak, mais on n'en est pas au nombre de morts et à la pression politique exercée en Espagne. C'est un enjeu entre la droite et la gauche. C'est la sécurité. Il fallait qu'il y ait un dispositif cohérent, solidaire, de part et d'autre des Pyrénées. Si on lâchait de notre côté, ils étaient obligés de lâcher de l'autre. Donc ils demandaient une espèce de solidarité. Il y a effectivement un problème basque. On ne peut pas arrêter la frontière effective qui existe sur la chaîne des Pyrénées en disant « je ne veux pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté et donc chez moi je minimise ». L'année 1998 marque un tournant dans l'histoire du Pays Basque. Pour la première fois, des 2 côtés de la frontière, les partis basques, ainsi que des syndicats et des associations,
se mettent autour d'une table et créent une association d'élus. Cet accord reflète l'état d'esprit des Basques. Même si les États français et espagnols refusent de reconnaître le Pays basque en tant qu'entité, les Basques décident de le construire en termes politiques, économiques et culturels. Cet accord sera suivi d'une trêve de l'ETA. De son côté, Ipar Etarak mettra fin à 25 ans de lutte armée. On n'a rien obtenu du point de vue de l'État français par rapport à la reconnaissance de l'existence du peuple basque et à la mise en place d'institutions spécifiques pour le Pays basque. On n'a rien obtenu, mais on a fait progresser cette prise de conscience-là au sein du peuple basque. Et à l'heure actuelle, il y a une majorité des habitants du Pays basque, une majorité des élus, qui soutient cette revendication-là. Et là, maintenant aussi, toute cette année-là, on entend la majorité des élus qui appellent à la mobilisation, etc., parce que Paris ne veut rien entendre, etc. Donc ça, c'est très positif, et je considère, moi, personnellement, que c'est le fruit de toutes les luttes qui ont été menées durant toutes ces dizaines d'années, quoi. Le Pays basque entre dans un nouveau cycle, sans violence. En 2011, après une brève reprise de la lutte armée, l'ETA rend aussi définitivement les armes et demande au gouvernement français et espagnol d'ouvrir un processus de dialogue. En Pays basque Nord, le département n'est plus revendiqué, mais la mobilisation ne faiblit pas. La grande majorité des élus de droite, de gauche et des nationalistes demandent la création d'une institution avec une assemblée dotée d'un pouvoir exécutif réunissant les compétences du département et de la région. Cette collectivité territoriale regrouperait les 3 provinces du Pays basque Nord et permettrait de tisser des liens privilégiés avec le Pays basque Sud. Une revendication refusée par l'État français, aujourd'hui encore. La classe politique française est profondément jacobine, mais plus que du jacobinisme. Ils sont absolutistes. C'est-à-dire qu'ils défendent une langue, un territoire, et ils croient que tout le monde est dans ce territoire. Et ils n'ont pas compris qu'il pouvait y avoir des Länder comme en Allemagne ou des autonomies comme en Espagne. Et alors, quand ils sont vraiment acculés au dernier moment pour avoir la paix, ils font un statut particulier pour la Corse. Mais pas pour le Pays basque, ni pour la Catalogne, ni pour la Bretagne, ni pour l'Occitanie, ni pour l'Alsace. Parce qu'à ce moment-là, c'est la France défigurée. Et comme eux, ils sont absolutistes, ils veulent garder toujours une image de la France profonde, de la France idéale, voilà. Mais ce Pays basque, est-ce que vous croyez qu'il existe seulement que du côté français? Quand on est en Béarn, on n'a rien à voir avec le Pays basque. Quand on est au Pays basque, on est plutôt proche des Espagnols. Or, le découpage administratif fait que, par l'histoire, on s'est trompé un peu de case, culturellement parlant. Donc qu'il y ait une prise en compte de ce phénomène, oui, à un moment, je dirais, c'est le rôle des élus locaux, à faire remonter les aspirations du peuple basque et les contraintes qui sont inhérentes à toute évolution de ce problème, mais qui doit être réglé politiquement, culturellement et également dans les faits administratifs. Ce qu'on veut, nous, c'est que le Pays basque soit reconnu. Hein. Le territoire basque, le peuple basque, la langue basque soit reconnu, respecté, mais ce n'est pas pour nous couper des autres, c'est pour qu'on nous reconnaisse comme on est, et c'est la meilleure manière de communiquer, justement, hein, et d'établir des relations, des échanges. Pour ça, la première condition, c'est de se reconnaître l'un l'autre et de se respecter l'un l'autre.
Michel Alliot-Marie, dans sa grande sagesse, avait dit un jour qu'au Pays Basque, il faut un touriste pour l'été, un cochon pour l'hiver. C'était ça un peu la culture politique de ce pays. Et Ipar Etarak a contribué à dire dans ce pays, il peut avoir un autre développement, il peut avoir une autre activité touristique, il peut avoir une autre activité économique, il peut avoir une autre activité agricole, etc. Il peut avoir une jeunesse, il peut avoir une autre politique de logement que celle des résidences secondaires, etc. Et Ipar Etarak a contribué à ce réveil qui a écarté des notables qui étaient totalement inutiles pour l'avenir de ce pays et a contribué à faire que ce pays est aujourd'hui beaucoup plus vivant qu'il ne l'était il y a 30 ans. ICA m'a apporté une façon d'être, d'abord en tant que militant, une façon de vivre et finalement une façon de me réaliser. Et aujourd'hui, à 65 ans, eh bien, voilà, j'estime que je me suis pas mal réalisé. Ça m'a enrichi de plein de choses. Je n'ai pas les mêmes priorités, je ne gagnais pas des milliers et des cents, mais je vis toujours au pays, j'ai du travail. J'ai réussi à faire que mes enfants soient euskaldun, que mes enfants ils n'ont pas à se poser la question est-ce que je suis basque, est-ce que je ne suis pas basque, comment je peux le devenir. Ils le sont. Être basque, c'est avoir les yeux tournés vers l'avenir. C'est apprendre la langue basque, c'est imaginer de nouvelles institutions et c'est jouir pleinement de nos droits nationaux, d'une société un peu idéale, parce qu'elle est à construire et puis que c'est l'avenir. À 20 ans, j'étais militant clandestin à ICA. À la sortie de prison, j'ai continué à batailler pour ce pays à ma façon, en étant paysan et en étant aussi syndicaliste. Le fil conducteur, il est là, c'est de riek bizi behar du, ce pays doit vivre.